tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par le Hibou. Alors aujourd'hui, le thème qu'on va aborder, c'est l'anatomie d'un LLM et nous sommes accompagnés de Christian Di Lello, qui est architecte technique et ingénieur en IA. En attendant que d'autres, personnes, se connectent, je vous invite, à nous dire, de quelle ville ou de quel pays vous vous connectez, actuellement dans le chat. Nous sommes également accompagnés, de ma collègue, Blanche, ici présente, qui est chargée d'événementiel chez le Hibou et elle, se chargera, de nous transmettre, les questions du chat. Nous aurons, d'ailleurs, 10 minutes, à la fin qui est dédiée à vos questions, sur la présentation. Je vais commencer par une petite présentation de Le Hibou pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Alors, Le Hibou est une plateforme de freelancing numéro un dans la tech et l'innovation. Nous sommes présents un petit peu partout en France et également en Espagne, Suisse, le Benelux. Nous avons compté plus de 120 000 freelances en Europe inscrits et avec une croissance, de plus de 20 en 2025, dans notre, communauté des hiboux. Nous avons, comptabilisé également en 2025, 7 500, missions longues avec une durée, de 19, mois en moyenne. Et vous pouvez voir un petit peu, sur ce slide, les clients qui nous font, confiance depuis maintenant, 10 ans. Nous travaillons avec, plusieurs grands comptes, dans le secteur, notamment bancaire, textile, également, le luxe, énergie et je passe, du coup la main à Christian, pour qu'il se présente et il commence sa présentation. Bonjour à tous et merci de venir aussi nombreux. Moi, je vais me présenter très succinctement. Ça fait 20 ans que je traîne dans la tech. Je suis originaire de Savoie. Actuellement, je bosse sur Paris. Et ça fait bien 2 ans que je travaille assez sérieusement sur la partie IA. Et j'ai eu l'occasion, à travers ma dernière mission, de pouvoir creuser de façon un peu plus approfondie certains aspects d'un LLM et je souhaitais pouvoir le partager. Voilà, d'où l'idée de cette conférence dont le titre s'intitule plutôt Deep Dive, inférence LLM. On va en parler là-dessus. Ce que je vais vous proposer, je vais faire un petit sondage qui va me permettre d'adapter un petit peu la conférence. Voilà, je vais mettre un premier sondage pour savoir si vous êtes dans la tech ou pas dans la tech. Ça me permet de donner un peu là-dessus. Voilà, ouais, il y a pas mal de tech ici, beaucoup, vraiment beaucoup. OK, 87. OK, c'est pas mal, ça tombe bien, c'est un deep dive, donc vous allez être servis. Il y a quelques Obi-Wan de la partie, bienvenue au club. Merci à vous. Je vais laisser encore une petite minute, à tout le monde pour répondre, mais globalement, on a un audimat qui est très technique. Parfait, parfait, parfait. Et j'ai un deuxième petit sondage, où vous allez me dire si, globalement, vous êtes quelqu'un qui est plutôt drogué à l'IA ou pas. Voilà, ça permettra de dire, «Ouais, ouais, je l'utilise tous les jours à fond» ou alors, «Modérément», voilà. C'est très true, false, mais voilà et on voit que, certains sont addicts, d'autres, le sont pas encore. Donc, OK, ça marche. 216 inscrits, ça commence à faire un petit peu de monde, c'est pas mal. C'est pas mal, on va attendre encore une petite minute là-dessus. Ah, il y en a qui sont c'est 50-50 sur, ceux qui sont addicts à l'IA et ceux qui ne le sont pas. C'est super intéressant de voir ça effectivement. OK. Du coup, cette conf effectivement, elle s'appelle LLM Inference Deep Dive. Si on faisait l'analogie qu'un LLM est une voiture, la voiture, elle peut rouler sur un circuit, on peut la fabriquer. Sur ces 2 sujets, on pourrait passer 2 jours entiers et j'ai pris le parti ici de, proposer qu'est-ce que c'est que l'inférence d'un LLM? C'est quand le LLM vous répond. C'est pas comment on construit les LLM pour, avoir une vision un peu plus claire. On va voir un petit peu ce que c'est ce fameux pipeline d'inférence. On va parler un peu de tokenisation, d'embedding, d'architecture transformer, de KV cache, voilà. Pas mal de petits sujets différents. Si on a le temps d'aller jusqu'au bout,
On parlera un peu des optimisations par rapport à la vraie nature initiale d'un LLM. Ça vous permettra de voir un petit peu, ce qu'il en est. Le vocabulaire clé quand on débarque dans ce monde du LLM, c'est OK, ben, effectivement, l'unité, classique, c'est le token, vous savez tous. La plupart d'entre vous ont dû sûrement croiser le mot embedding, dans un coin. L'attention peut-être moins, le FFN encore moins, le KV cache, le prefill, le décode et le logit encore moins. Hem, donc ne vous en faites pas, on va en parler au fur et à mesure. Donc pour que le LLM et sa puissance actuelle, tout se situe en fait dans ces fameux embeddings qui sont les vecteurs qui représentent un token, des vecteurs qui ont beaucoup de dimensions, entre 4096 et 16 000 voire plus pour les modèles qui sont pas open source comme Opus ou autres. L'attention, c'est, avec le FFN, les 2 systèmes clés, du LLM. Donc, on va essayer de simplifier l'attention comme un mécanisme où les tokens se regardent entre eux pour savoir lequel prend la suite. Le FFN, c'est le fameux réseau de neurones, qu'on appelle un feed forward network, qui est un réseau qui travaille, vers l'avant tout le temps, et pas un réseau qui travaille en rond comme d'autres réseaux, RNN. Le KV cache, c'est une optimisation, qui a permis au LLM d'exister, sinon il fallait des quantités de RAM, astronomiques. Voilà. Le préfi et le décode sont 2 parties du pipeline, comment on traite les tokens en entrée et comment on les génère à la sortie. Et vous allez découvrir un petit peu la partie sampling avec les logits, pour comprendre que en fait, on fait de la probabilité, des stats, des choses comme ça et que des fois on a des scores et que pour que les scores dans les maths, ça marche bien, parfois il faut appliquer des petites fonctions. Ça, c'est le vocabulaire clé que vous allez aborder qu'on va aborder tout au long de cet entretien, de cet, webinaire pardon, excusez-moi. Donc l'inférence. L'inférence, c'est le fait que quand vous posez une question à ChatGPT, que vous posez une question, à n'importe quel LLM, il vous répond et il vous répond en suivant ce pipeline d'inférence qui est assez classique. Au début, où il y a input, où on pose le texte. Ensuite, on va transformer ce texte en token. Ces tokens, on va en faire des vecteurs. Puis on va passer ça dans la grosse machine transformer qui va nous donner des résultats auxquels on va faire, une partie sampling, pour obtenir un token. Il va falloir retenir ici qu'il y a 2 phases principales. Le préfill, c'est vraiment l'input, ça veut dire quand le token reçoit quand le système, le LLM reçoit votre, phrase pour la première fois, il va faire ce qu'on appelle le préfill. Et à travers toute cette conférence, on va utiliser un peu le chat mange sa pâtée comme phrase, pour parler de ça. Le décode, c'est la partie qui va générer les tokens les uns après les autres, puisque vous avez déjà vu que les LLM vous répondent en streamant, leurs réponses. Bah, ils streament leurs réponses tout simplement parce qu'ils génèrent les tokens les uns après les autres dans la boucle de génération de sortie. Et puis une fois qu'on a cette boucle, on va parler du sampling, qui est l'art de rendre un LLM non déterministe, on va dire, parce que si vous avez déjà fait joujou avec, des paramètres de LLM, vous avez vu qu'il y a un fameux paramètre qui s'appelle la température, où on dit que ça permet de déployer la créativité du LLM, quelque part. On va aborder ça et puis on va parler un petit peu de, toute cette mécanique qu'on appelle le TFT et cetera. Mais ayez juste à l'idée pour commencer ce pipeline, on prend du texte, on en fait des ID, des vecteurs, on passe ça dans plein de couches de transformers et puis après on fait les ajustements. Ça, c'est vraiment cette image-là que vous ayez à l'entrée pour bien comprendre, ce qui se passe. Donc au début, vous avez du texte et le texte, hélas, on n'en fait pas grand-chose dans, le monde du LLM. En réalité, on travaille vraiment avec des nombres et la première chose qu'on va faire, qu'on va transformer le texte en nombre et donc c'est ce qu'on appelle la tokenisation. Donc vous voyez chaque, morceau de, notre phrase va être transformé là-dessus. Pour ça, il y a des algorithmes comme BPE, Byte Pair Encoding, pour faire le découpage d'un mot très long, en token justement et un truc qui est intéressant à savoir, c'est qu'en français,
Globalement, on mange à peu près 25 plus de tokens en inférence que si on parlait en anglais. Voilà, tout simplement parce que, bah, la langue est différente, le découpage est différent et les LLM, à l'origine, ont été très, très construits sur, de l'anglais et voilà. Donc du coup, c'est un petit peu ça. Il y a des tokens spéciaux, puisque si vous imaginez qu'on passe dans un pipeline, il faut bien qu'il y ait un début, une fin, et c'est pour ça qu'il y a des tokens comme le BOS, l'EOS, le PAD, qui est un token, bouche-trou, on va dire, voilà. Et dans ce monde-là, l'unité, c'est vrai que c'est le token, on facture au nombre de tokens puisque du coup, bah, chaque fois qu'on veut faire un token de plus, vous passez dans la machine qui va sur le GPU et vous passez dans toutes les couches qu'on va voir plus tard. Donc, ben, c'est pour ça que l'unité est devenue le token, sur la partie un peu financière. Il faut comprendre que le vocabulaire dépend de la puissance du modèle, et donc je sais pas comment vous dire ça simplement, plus un modèle est riche, plus un modèle est performant, plus il a de paramètres, parce qu'il a aussi un vocabulaire plus large qui lui donne toute la finesse qui se traduit dans notre vocabulaire, oral qu'on utilise tous les jours. Une fois qu'on a cette tokenisation, qu'on a passé cette tokenisation, on passe à l'embedding et c'est là qu'on obtient toute la force, du système quelque part. Donc, le est devenu un ID, 2356, mais en fait, il va se faire représenter par un vecteur qui va avoir, dans le cas présent, 4096 dimensions. Donc si vous vous représentez un cube en 3 dimensions, vous pouvez représenter un point à l'intérieur de ce cube. Maintenant, bah, vous vous dites: «Il y a 4096 dimensions». Alors évidemment, c'est plus difficile à se représenter, pour nous humains, mais pour un système mathématique, tout à fait normal d'avoir des milliers de dimensions et dans ces dimensions se situent plein de choses, qu'on appelle l'espace sémantique. Et du coup, dans cet espace sémantique, il y a des notions de vocabulaire, des notions de pronoms, des notions de grammaire, et cetera. Et c'est ce fameux encodage, du mot, du token dans son espace sémantique représenté par un ensemble, un vecteur à plusieurs dimensions, qui fait un peu la quelque part une dose de la performance. Vous avez vu aussi que si on n'encodait pas, les tokens, donc on a un position ID pour chacun des tokens pour repérer l'ordre. Sinon, le modèle ne saurait pas si c'est la souris qui mange le chat ou le chat qui mange la souris. Donc les tokens ont un ordre bien défini lors du préfill. Voilà et j'ai mis un petit peu en plus, de dire, les dimensions typiques sur les tailles de modèles. Alors un LLM, si vous avez tous un petit peu regardé, vous avez vu qu'il y a des petits modèles, des grands modèles et des très gros modèles. Couramment, vous utilisez un ChatGPT, un Opus, un Claude Sonnet, des choses comme ça. Sachez que c'est des modèles qui ont en général plus de 1000 milliards de paramètres, donc des 1000 B, voilà. Aujourd'hui, on commence à avoir l'émergence de modèles, 120 B qui sont très performants, ça a quelques mois et puis on a plein de petits modèles qui sont spécialisés aussi, qui sont des 7 B, pour faire de l'audio, pour faire de l'OCR, de la reconnaissance de caractère. Donc il y a vraiment un monde très, très large dans les LLM, mais ils ont tous en commun ce qu'on est en train de décrire. Ils ont tous en commun ce système d'embedding, là-dessus. Après, on a parlé de l'architecture transformer. C'est un peu ce qui peut faire peur dans le nom. Alors l'architecture transformer, c'est quelque chose qui a déjà, plusieurs années, hein. C'est pas quelque chose qui vient de sortir, il y a des papiers sur l'attention qui datent, de 2015, les réseaux neuronaux, ça date de bien avant tout ça, vous avez beaucoup entendu parler de Yann Lequin qui avait eu un prix Turing en rapport avec ces réseaux, neuronaux. Dans le cas qui nous intéresse, il faut se dire qu'un LLM, ça a des couches et en règle générale, ils ont souvent 80 couches pour les modèles qu'on côtoie le plus souvent, et qui sont open source, parce que pour ceux qui sont, source fermée, bah, on ne sait pas trop et chaque couche est composée de 2 mécanismes, l'attention et le réseau neurone et faut imaginer que vous avez 80 couches empilées et que le token qui va être généré pour la réponse, rentre
dans la première couche qui va parler de concepts assez simples au niveau de l'attention, que je vais expliquer un peu après, mais globalement l'attention, c'est les tokens qui se regardent et en fait, si vous voulez, le chat, on sait que c'est un sujet et on sait qu'on doit écrire mange après, on dit mais le chat, le c'est un article, chat c'est un pronom. Dans la construction de l'apprentissage du modèle quand il a été créé, il y a quelque part dans l'espace sémantique un vecteur qui dit oui, mais après un pronom, après un nom, il se situe très souvent un verbe. Et c'est ça qui va faire qu'on va avoir mange qui va émerger. L'attention va servir à enrichir le contexte et ensuite, toute cette information de ces vecteurs enrichis vont passer dans le feed-forward network et on va empiler toutes les couches les unes après les autres. Donc au début, on va avoir des couches très simples d'anonymisation de noms, de grammaire, de dimension sémantique, de coréférence. Par exemple, un synonyme. Exemple, si vous prenez un avocat, ça peut être à la fois être un fruit, à la fois être une profession. Et ben, c'est à l'intérieur de ces 80 couches quoi, à chaque fois, un token va passer, on va récupérer une information un peu intéressante, on va l'agréger, on va passer sur la couche suivante, on va récupérer une autre nouvelle information intéressante, on va l'agréger et à la fin des 80 couches, on obtient un vecteur gigantesque et ce vecteur gigantesque, on le retraduit dans l'autre sens, bah, ça donne un token. Si vous voulez le mécanisme d'attention un petit peu plus en détail, vous avez entendu parler de quelque chose peut-être qui s'appelle le KV cache. Il faut savoir qu'un modèle, quand vous le mettez en inférence, vous le téléchargez. Il prend plusieurs gigas. Si vous en avez fait tourner un sur votre PC, vous vous êtes rendu compte que, oui, il y en a très peu qui pèsent, 100 mégas. La plupart pèsent plutôt en dizaines de gigas, voire en centaines de gigas, parfois en téra pour les plus gros. Tout ce qui est dans ce modèle, ce sont les poids qui ont été calculés quand on a fabriqué le modèle, un peu comme si on avait fabriqué une voiture, on a mis un moteur, des roues et cetera. On a plein de poids. Et c'est dans ces poids que sont encodés la connaissance du modèle et un poids dans un mo enfin les poids dans un modèle, si un modèle se pèse, 400 gigas, il y a plusieurs, composants dedans et la composante principale, en général, qui fait le poids des modèles, qui fait la taille des modèles, pardon, sont les poids qui ont encodé la connaissance au fur et à mesure de l'entraînement. Soit pour dire que le mécanisme d'attention, si on faisait une analogie, moi j'aime bien prendre une analogie avec une bibliothèque, si on voulait. Vous avez une bibliothèque géante qui représente la somme de ses voix présentes et en fait, vous cherchez un livre dans cette bibliothèque et quelque part, bah, vous avez ce livre, vous avez la question de: «Qu'est-ce que je cherche?» Le livre, il a un ID, il exprime lui: «Moi, je suis, ce livre-là» et ce livre, il a un contenu. Bah, à travers notre, phrase, «Le chat qui mange», c'est un peu la même chose. «Mange», il dit: «Mais que cherches-tu?» Et l'acquis dit, le chat, il dit: «Moi, je suis un sujet». Voilà et la valeur, c'est la représentation sémantique de ce sujet et si vous regardez la matrice d'attention qu'on peut traduire vite fait, c'est assez inexact, mais un petit peu comme ça, vous voyez que, mange par rapport à mange, il y a très, très peu de forces qui ont tendu des vecteurs dans ce sens-là, mais que chat par rapport à mange, l'encodage du modèle à son entraînement fait que chat et mange, ils sont très, très proches dans leur champ sémantique, dans leur champ vectoriel. Et il faut imaginer que ce mécanisme d'attention, lorsqu'il se passe, il se fait pas avec un pointeur qui cherche à résoudre quelque part un peu son équation, mais il se fait par des têtes d'attention et les têtes d'attention sont multiples. Et en général, ces têtes, elles sont groupées par une relation, la syntaxe, comme je disais tout à l'heure, la coréférence, le synonyme, le champ grammatical, et cetera. Et c'est tout un travail en parallèle qui vont essayer de deviner: «Ah, en fait, je suis en train d'essayer de deviner le token suivant à la génération». Je regarde l'attention, je regarde les tokens, leurs vecteurs qui sont encodés, vers quoi ils tendent, qu'est-ce que ça me donne comme information? Et cette information-là, on va le donner au réseau neuronal qui va essayer quelque part de résoudre ce problème. Donc le KV cache, dont on va parler un petit peu après, c'est que si vous imaginez qu'à chaque fois qu'on récupère un token dans un préfil, on prend le préfil, c'est on rentre à l'entrée, on prend toute votre phrase,
on prend tous ces tokens, on les stocke dans le KV cache, ce qui veut dire qu'ils ont tous une représentation pour chacun des tokens de ça, c'est le token chat, il vaut 4096 dimensions pour son vecteur là. Et ben plutôt que de recalculer à chaque fois, parce que le chat il cherche, on mange, il y a l'article, il y a il y a sa pâtée, il y a plein de mots. Comme ces tokens sont déjà encodés une fois, on va pas faire le travail plusieurs fois. Et c'est pour ça que le KV cache est hyper important. Donc si je reviens à l'origine, très simplement, la phase 1, c'est le préfil. On prend l'analogie du restaurant qui marche assez bien pour expliquer ça. C'est un serveur qui bosse dans un restaurant et il prend toute la table en même temps. Il prend toutes les commandes. Donc il prend tous vos tokens, il prend tout votre prompt et il va jeter ça dans le GPU et le GPU va tout calculer en parallèle. C'est pour ça que dans les 2 phases, entre le préfill et le décode, la phase de préfill, elle est extrêmement rapide. C'est une performance qu'on mesure dans LLM, mais globalement, ça se mesure en millisecondes. Ça va extrêmement vite parce que les GPU sont des systèmes informatiques très bons, très, très, très bons et en calcul parallèle et en calcul vectoriel et en calcul scalaire. C'est pour ça que les GPU sont devenus un peu, le saint graal. Et donc, bah, globalement, on prend tout ça, on jette, dans le système. Le système dit: «Bon hop, j'ai tout calculé, j'ai rempli mon cache avec tout le prompt initial», puisque votre prompt initial va quand même donner des mots qui vont se retrouver dans la réponse. Donc ce préfill, il est assez simple, il est peu gourmand et c'est pas ça qui fait que les LLM coûtent cher, vraiment. Aujourd'hui, le préfill, ce qu'on on dit qu'ils sont compute bound, ça veut dire qu'en concrètement, ils font appel à la puissance de calcul du GPU. Alors qu'on va voir que le décode fait appel à autre chose. Donc si vous devez retenir le préfill, c'est le serveur qui prend toutes les commandes de toute la table en même temps, il pousse tout ça dans le système, tous les tokens sont convertis, sont stockés dans le cache, et on a le début de ce qu'on peut faire. Il est intéressant de comprendre que quand vous avez fait la première passe du préfill, quand vous avez généré la toute première, euh, comment dire, itération du préfill, à la fin de l'empilement des 80 couches aussi, et ben en fait, on est capable de générer le premier token. Donc, ici, si on prenait la question qui est quel, heu, qui est l'animal qui mange de la pâtée et que le système voulait répondre: «Le chat mange sa pâtée» ou «C'est le chat qui mange la pâtée» peut-être. Et bien, en fait, en posant la question: «Qui est l'animal qui pose la pâtée?» sémantiquement, on saurait déjà qu'on cherche un animal qui mange de la pâtée, qui mange, qui a un verbe. Et tous les poids du modèle suite à la première page du préfill auraient, à la fin de cette toute première passe, inventé le préfixe. Justement, ce premier token de 2 lettres, et c'est ce premier token de 2 lettres qui va donner la suite, au décode. Si je prends le KV cache, pour revenir à ce qu'on disait, puisque c'est une étape qui est à la fois du côté du préfill et à la fois du côté du décode. Je dis, c'est le KV cache, c'est juste une optimisation. On pourrait ne pas en avoir besoin, mais ça va beaucoup plus vite. Et bah, du coup, le KV cache, c'est vraiment le carnet du serveur. Si le serveur prend toutes les commandes dans le restaurant, le KV cache, c'est vraiment le carnet de notes du serveur qui permet de dire en fait toutes les commandes, c'est ça, je le sais déjà. Il ne va pas retourner dans le restaurant reposer toutes les commandes. C'est déjà stocké quelque part. Voilà. Et donc on stocke, bah, les clés et les valeurs. On ne va pas stocker la query puisque la query, on l'a déjà. Hem Et je vais passer sur un point, ouais, je sais pas si je vais revenir sur le KV cache après, je vais aller sur le décode pour pas trop vous perdre. Pour rester dans le restaurant, donc on a vu qu'on a un serveur, qui prend des commandes, il prend toutes les commandes de la table d'un coup, il note ça dans son carnet et il donne ce carnet au cuisinier. Le cuisinier, lui, bah, il fait les plats un par un, il est tout seul et les plats, il peut pas aller plus vite que la musique. Donc comme j'ai dit, heu, le préfill va donner le premier token du début de la réponse, qui va être fabriqué par le décode. Donc on va passer dans notre pipeline avec, les 80 couches. À la fin, on va dire: «Ah tiens, après le, en fait, vu tous les poids du modèle, vu la connaissance qu'on a dans le KV cache et cetera», on se dit: «En fait,
Après le, ce qu'on cherche, c'est probablement un nom et c'est probablement un animal et la pâtée, c'est quand même très près de chat, ça peut être près de chien aussi, mais en fait, là pour le coup, et c'est pour ça que dans le LLM, si vous prenez la même question posée par 1000 personnes, vous n'aurez pas tous la même réponse. Donc pour reprendre sur cette partie-là, il faut imaginer que vous chargez, les poids en mémoire, donc les 146 ici, notre modèle il fait 70, c'est un Llama 70B. Il pèse donc, 70 gigas de RAM puisqu'il est encodé d'une certaine façon. On a les 70 gigas de RAM qui sont montés dans le GPU et à chaque fois qu'on va fabriquer le token suivant, on va prendre on va passer dans les 80 couches, on va lire les 70 gigas de RAM et les transformer, les importer dans la mémoire extrêmement rapide du GPU qu'on appelle la SRAM. Ça va déterminer tout l'empilement qu'on va faire pour obtenir le token suivant. Donc là, on prend le et chat, ça va devenir un vecteur un peu plus grand. On va reprendre ce gros vecteur-là, on va le repasser dans la machine. On va essayer de deviner le token suivant. Ça va devenir le chat mange. Et à chaque fois, le vecteur grandit. Mais à chaque fois, il faut imaginer que on lit la mémoire du GPU pour prendre tous les modèles, faire les calculs qui vont bien. Et c'est pour ça que le décode est extrêmement long, parce qu'en fait, il est memory bound. On passe pas du tout de temps à faire du calcul, très très peu. On passe notre temps à lire la mémoire pour charger les poids nécessaires au calcul. Et c'est pour ça qu'on dit que la phase de décode, elle est memory bound, et c'est ça qui fait aujourd'hui que les GPU ont besoin d'extrêmement beaucoup de mémoire, puisque pour faire tourner donc un modèle comme un Claude Opus 4.6, si vous voulez, qui disons pèse donc 1 Tera. Aujourd'hui, il n'y a aucun GPU sur Terre, dans la réalité, il y en a quelques-uns, mais qui a 1 Tera de mémoire. Donc ça veut dire que ce calcul est distribué entre plusieurs GPU. Et inévitablement, c'est ce qui a fait exploser les coûts de la mémoire, puisque la mémoire utilisée dans les GPU est ce qu'on appelle de la HBM et bah, la HBM est devenue extrêmement rentable pour les fabricants de mémoire. Donc il y a des gens qui se sont dit: «Oh moi je vais arrêter de fabriquer de la mémoire classique, Nvidia est prêt à m'acheter toute la HBM que je produis». Donc bah, voilà, c'est ça qui a fait exploser les coûts de la mémoire. Les LLM ayant besoin de mémoire pour travailler, les cartes graphiques étant nécessaires de par leur mode de calcul pour faire tourner le LLM, la mémoire étant une condition sine qua non pour faire tourner un gros modèle, inévitablement, ça a traduit vers une augmentation du prix de la mémoire, telle qu'on l'a connue, qui a fait fois 3. Ça, c'était la petite parenthèse par rapport à ça. Et donc, à la fin, le LLM, il se dit: «Mais là, j'ai fait une passe», et il sait qu'il a répondu à la question quelque part et donc il va émettre un dernier token, qui s'appelle le LOS, et c'est comme ça que le LLM dit: «Ah, j'ai fait» donc ici, on a fait le chat mange sa pâtée, on a fait 5 fois 80 passes, 5 fois 80 couches. Pour les 80 couches, on a chargé la mémoire, chargé les poids, fait les calculs, fait l'attention, redescendu tout ça. Et à la fin, on obtient une phrase et vous avez vu à chaque fois un mot arriver les uns après les autres dans votre réponse. Ça, c'est typiquement le fait du décode. Le KV cache, pourquoi c'est l'optimisation la plus importante du modèle. Je vous ai dit qu'un modèle, ça pesait 70 gigas s'il faisait 70 milliards de paramètres. On va prendre cette simplification-là. Il faut bien comprendre qu'à chaque fois que vous parlez avec le modèle, bah, vous inventez un nouveau mot, vous mettez un nouveau mot dans le cache, et du coup, le cache grossit. Donc, si on avait un GPU qui faisait 100 gigas et qu'on mettait un modèle dessus qui avait 70 gigas, on pourrait se dire ça passe crème, parce qu'en fait, il reste 30 gigas qui servent à rien. Ah ben non. Le KV cache, il va prendre toute la mémoire qu'il peut. Et la formule de calcul du KV cache, c'est qu'en fait, je stocke deux clés plus le nombre de layers du modèle, ici 80, fois le nombre de têtes qui font la tension en même temps, fois les dimensions qu'ont ces têtes. Enfin, vous voyez la formule qui fait fois. Bah, si vous prenez 10 utilisateurs qui ont chacun le droit à 32 000 tokens de contexte,
et ben, je vous laisse regarder les résultats. Ah ouais, en fait, c'est très bien, mais 10 utilisateurs à 32K de contexte, ça fait 10 fois 40 gigas, ça fait 400 gigas de KV cache, plus, le poids du modèle, on voilà. Donc en fait, dans un GPU, le cache compte plus que les poids du modèle. Parce que, plus vous parlez longtemps avec votre modèle, plus vous avez de tokens, plus il y a de représentations à faire, plus il y a d'empilement, et cetera. Et c'est pour ça que se sont inventés plein de petites mécaniques pour essayer de, simplifier ce domaine. Mais ça qui explique que, les LLM récents sont devenus performants en partie grâce au KV cache qui a éliminé une grosse partie de calcul initial. Donc, des codes de la phase 2, le cuisinier qui sert les plats un par un. Faire la cuisine, ça correspond à tout simplement faire ça, regarder la tension, faire une projection matricielle, faire un calcul, passer ça dans 80 couches qui représentent différents aspects du modèle et à chaque fois travailler avec les poids. Donc c'est énormément de calculs. Heureusement les GPU vont super vite, mais c'est aussi énormément d'accès mémoire. C'est ça qui a fait qu'on mange beaucoup, beaucoup, beaucoup de mémoire quand on fait ce genre d'opération. C'est pas tellement le fait de la vider, c'est le fait de la lire en permanence. Et aujourd'hui, si vous devez acheter un GPU pour, faire tourner un modèle sur votre PC, ne vous intéressez pas tellement à sa taille. Oui, évidemment, ça compte, mais surtout à sa bande pa la vitesse de sa bande passante. C'est vraiment ça qui fait, le bottleneck. Vous pouvez avoir le meilleur des GPU avec 256 gigas de RAM en achetant un GPU qui a 5 ans. Si sa bande passante, elle est de 100 gigaoctets, ce qui peut paraître beaucoup, mais qui en fait est ridicule, heu, bah, vous irez pas très vite. Pour vous donner un ordre d'idée, une RTX 3090, qui est une carte graphique qui coûtait 2 000 € à sa sortie en 2020, a une bande passante de 930 gigaoctets par seconde. C'est pas mal, c'est quand même assez rapide, bien plus rapide que d'autres GPU. Si vous prenez des GPU professionnels comme des H100, des B300, les dernières, les Grace Blackwell, on est de l'ordre de 3, 5, 7 térabytes seconde. Donc on va 3 à 5 fois plus vite. Bah, si on va 3 fois 5 fois 7 plus vite dans la mémoire, on va 3 fois 5 fois 7 plus vite dans la phase de décode. Donc, on se retrouve à avoir l'impression d'avoir des modèles qui sont extrêmement véloces. Non, c'est pas le modèle qui va plus vite, c'est juste la mémoire qui est plus rapide. Là, je réexplique un petit peu pourquoi le décode est lent, tout simplement, hein. Vous prenez, 140 gigas de GPU, vous avez juste une multiplication matricielle, vous avez un token, très bien. Une H100, donc comme je disais, bah, vous voyez ça, 2 teraflops, ça fait 3,335, térabytes en bande passante. Charger les poids du GPU, paf, 42 millisecondes, c'est très rapide. Le calcul réel, c'est 1 voilà. Si on regarde le préfil, il a mangé tous les tokens en parallèle, il mange, 10 tokens secondes, il a mangé toute la puissance GPU disponible. Le décode, à l'opposé, il prend les tokens un à la fois, il travaille uniquement avec la bande passante mémoire, il fait 20 tokens secondes. Donc vous voyez la différence d'échelle entre le préfil et le décode. Et en revanche, en puissance GPU, en calcul matriciel pur, bah, vous voyez, c'est presque 1 quoi. C'est ça que vous regardez un GPU travailler quand vous discutez avec, vous voyez le pic du préfil, qui parfois vous ne voyez pas tellement il est rapide. Puis après, vous voyez toute la partie où la RAM travaille à fond. Voilà. Ça, c'est ce qui nous a amené, globalement, à chercher plein de solutions. On avait des modèles, on savait faire des très gros modèles depuis bien longtemps, sauf qu'on n'avait pas la puissance de calcul disponible pour, les rendre, utilisables dans notre monde. Sauf si vous étiez prêt à attendre qu'un token se génère en 10 minutes. Je crois qu'il y avait une démo qui datait en 2017 de voilà, là-dessus. On commence à faire une génération, ouais, bon, un token, 10 minutes après l'autre token, 10 minutes après l'autre token. Ah ouais. Tout ça a été rendu permis avec, l'avènement des mémoires très rapides, et des calculs GPU et de nombreuses optimisations. Du coup, on a vu jusque-là que c'est une machine qui fait des maths
C'est un processus qui enchaîne des process très définis finalement. On a vu qu'il prend les tokens, il les convertit en index, il fait une attention, il passe ça dans des couches. Mais tout ça, si vous devez en retenir qu'une chose, ce ne sont que des maths, des produits matriciels et scalaires. Donc en général, dans les maths, 2 fois 2, ça donne toujours 4. Eh bien, si on ne faisait pas cette dernière étape qu'on appelle le sampling, je m'avance un petit peu en disant ça, mais il y aurait beaucoup de chances que votre modèle vous réponde tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Ce qui fait que du coup, il y aurait un manque de créativité et de capacité du modèle à se développer, à améliorer sa réponse, etc., puisqu'il serait bloqué dans un carcan mathématique, si on fait simple. Et c'est là qu'on a inventé la température, comme je disais, qui contrôle un peu la créativité. En fait, la température, c'est un curseur qu'on déplace de 0 à 1 et qui va influer sur un sous-calcul mathématique en augmentant ou en baissant la marge de tolérance. Pour faire simple, on voit que, quand on doit, sélectionner un token à la fin, on voit qu'il y a 2 mécanismes. On garde les tokens les plus probables avec le top K, voilà, les meilleurs tokens, voilà. Puis on a le top P qui est plutôt un calcul de probabilité. Mais il faut bien se rendre compte que sans température, sans la partie conversion, ce qu'on appelle les logits, beh, les modèles n'auraient pas du tout, heu aujourd'hui les modèles nous trompent un peu, les LLM nous trompent un peu. On a l'impression vraiment de parler avec des humains parce qu'ils répondent pas comme une machine à laquelle on s'attend, qui répond tout le temps la même chose, où la réponse est strictement déterministe. Les LLM nous étonnent parce qu'en fait, ils répondent pas toujours pareil, mais ils répondent parfois très juste et aussi parfois très faux, il faut bien le dire, puisque c'est après tout qu'un système qui essaye de prédire un token précédent en fonction de la somme, enfin un token en fonction de la somme des tokens précédents. Donc plus il arrive à la fin de sa phrase, plus, il il devrait moins se tromper quelque part. Sauf qu'on sait tous que c'est pas le cas. On a déjà vu, ça commence très, très bien cette réponse du modèle et puis à la fin, il dérive. Bah, le sampling est une des causes de ce genre de choses, mais sans le sampling, vous n'auriez pas cet aspect-là. Un autre point qui est intéressant, donc les modèles, ils ont des tailles, comme j'ai dit, un 70B, ça pèse en général 70 gigas. En faisant ça, j'ai commis une bourde, puisque en règle très souvent, quand on vous livre un modèle que vous trouvez sur une GameFace, il arrive, dans ce qu'on appelle du BF16 ou du FP16, qui est le format natif. Et comme il y a plus de bits, plus de bytes, plus de bits d'ailleurs, 70 gigas, 70 milliards de paramètres en réalité pèsent 140 gigas. Et puis ensuite, on a inventé des techniques pour essayer de dire mais comment on pourrait baisser le poids de ces modèles. Et une des façons de baisser le poids de ces modèles, ça a été de réduire tout simplement le nombre de bits inclus dans le modèle et donc dans la précision à différents endroits dans les calculs, dans les vecteurs. Et donc, on voit qu'effectivement, assez souvent, vous faites tourner un modèle FP8 qui pèse 70 milliards de paramètres, qui fait 70 gigas. Et ce qui est assez intéressant, et ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer aujourd'hui, hélas, mais la dégradation de qualité en passant de 16 bits à 8 bits est très, très faible. Donc du coup, vous voyez plein de gens qui font des modèles quantisés, qui sont d'autres mécanismes et qui globalement visent à réduire, la taille, tout en ayant la même qualité, la même précision sémantique, syntaxique, la même volumétrie de vecteurs, que le reste. Puis après, il y a d'autres techniques, comme les quantisations post-training. Vous avez peut-être déjà vu des fichiers .gguf sur GameFace ou des points ou des trucs marqués AWQ, GPTQ. C'est des techniques qui permettent de compresser le modèle en réduisant le nombre de bits, si je simplifie un petit peu. Et ce qui est assez étonnant, c'est que si on prend le NVFP4, qui est le dernier format sorti par Nvidia. Alors Nvidia est le fabricant de GPU qui fournit toute la planète et dont la boîte est la plus grosse valeur aujourd'hui.
Ils ont sorti le NVFP4, sur leur dernier GPU Blackwell qui sont sortis il y a 1 an, ou 2 ans. Ils ont réussi à diviser encore par 2, donc on passe de 140 à 35 gigas. Donc là, ça rend des modèles super accessibles au commun des mortels, et avec une dégradation de qualité très faible, seulement 3. Donc voilà. Aujourd'hui, le monde du LLM, c'est le Far West, mais vraiment. C'est la ruée vers la Californie. Il y a des gens qui vont en chariot, il y a des gens qui vont en voiture, il y a des gens qui arrivent sur leur terre, ils plantent leur panneau marqué propriété ici, c'est chez John Smith. On est vraiment dans le Far West, on est vraiment en train de construire les choses. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on a la chance dans l'informatique d'avoir une révolution qui se passe où on est un peu au début de la révolution et on voit les couches d'optimisation se faire. Et aujourd'hui, je pense que les LLM n'ont pas du tout, fini d'évoluer. Il va y avoir encore beaucoup de changements. On voit aujourd'hui des modèles qui ont les performances de modèles, comme un Claude Sonnet 4.5 ou un Claude Sonnet 4 qui a tout juste 1 an. Donc il y a un modèle qui devait faire 800 milliards de paramètres au minimum. Et on voit des modèles aujourd'hui qui ont seulement 120 milliards de paramètres et qui ont les mêmes performances, la même qualité. Donc on est arrivé à réduire drastiquement la taille de ces modèles en optimisant les poids qui sont dedans avec plein de techniques de fabrication de la voiture, comme je disais à l'entrée. Et donc voilà. On a encore inventé après des types de modèles. On s'est dit: «Ah, et si on faisait un modèle qui serait un mix, de plein de petits modèles?» Ça s'appelle les MOE, vous en avez sûrement peut-être entendu parler. Eh bien, c'est très simple, le modèle fait toujours 70 gigas si vous voulez, sauf que, bah, il est réparti, les poids des modèles sont spécialisés en fonction des sujets. Du coup, l'avantage, c'est quoi? Bah, l'avantage, il est double. C'est que d'une part, vous pouvez avoir des modèles qui sont spécialisés sur, certains aspects, donc qui vont oublier volontairement l'autre. On va plus avoir des modèles généralistes. Mais en plus, bien que ce modèle prenne la même taille en mémoire, en réalité, on va ne travailler qu'avec une partie des poids. Donc du coup, oui, le modèle prend 70 gigas en mémoire, mais on ne va travailler que peut-être qu'avec 7 gigas des poids. Donc à l'inférence, on va aller beaucoup plus vite aussi puisque le chargement des poids de la mémoire HBM vers la SRAM, au lieu de charger les 70 gigas en aller-retour, bah, on va prendre que les 7 gigas de cet expert. De cet expert, ça peut être un expert de code, un expert en animal, un expert en ce qu'on veut, tout dépend comment on l'a construit. Donc les MOE ont été une piste assez forte. Et les Qwen sont des MOE, le DeepSeek c'est des MOE, le GPT-4, OSS 120B, enfin le GPT OSS 120B est un MOE. Ça a été une technique et c'est toujours une technique largement utilisée d'avoir des experts. Je pense qu'on arrive dans la partie où va y avoir pas mal de questions. Je vais peut-être pas aller sur des notions avancées comme celle-là. Je vais juste, faire un petit pas pour dire que oui, comment ça se fait qu'on va encore plus vite? Bah, il y a des optimisations. Alors, pour faire tourner, un LLM, il faut ce qu'on appelle un serveur d'inférence. Vous en connaissez tous un qui s'appelle Olaba, vous en connaissez peut-être un qui s'appelle VLLM, un autre qui s'appelle LlamaCpp, un autre qui s'appelle SGLang. Il y en a beaucoup. Et bien, du coup, chaque optimisation se retrouvent en général distribués à travers, les différents, serveurs d'inférence. VLLM est très connu pour être un serveur d'inférence qui est fait conjointement par Red Hat, qui est très utilisé dans le monde de l'entreprise parce qu'il a plein de mécanismes qui permettent de multiplier le nombre d'utilisateurs simultanés sans manger trop de mémoire. Le page attention, en est un. Le spéculatif decoding et bah, c'est encore une autre astuce qu'on a trouvée. On s'est dit: «Mais en fait, est-ce que j'ai besoin d'un si gros modèle pour répondre à des questions simples? Bah, peut-être pas. Et là, j'aime bien prendre l'analogie du petit frère et du grand frère. Alors, vous avez un grand frère qui est super bon en maths, mais pour faire les maths, il est un peu plus lent. Par contre, il se trompe jamais. Et vous avez un petit frère, il est un peu moins bon en maths, mais par contre, il va super vite. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on fabrique un couple avec un modèle draft qui va travailler en entrée et va aller beaucoup plus vite et peut-être avoir
80 des réponses justes dans son devoir de maths à faire à la maison. Et en fait, à la fin, il va donner le devoir au grand frère. Le grand frère, il va très, très vite pour vérifier. Il fait: «En fait, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon». Et les 4 questions, le petit frère s'est trompé, bah, il va repasser dessus et il va les faire, lui, un peu plus lentement et du coup, à la fin, vous avez, un truc très vite. Donc ça, pareil, c'est une optimisation qu'on a faite pour aller plus vite, le speculative decoding et voilà. Et il y en a plein d'autres, des optimisations. Flash attention, c'est un mécanisme de gestion de mémoire. La façon de paralléliser à travers les GPU, aussi. Le fait de cacher les préfixes en entrée, enfin bref, il y en a plein. Et vous voyez à chaque fois les échelles de grandeur, sont quand même, assez importantes. On va 2 fois, 3, 4 fois. Et là, là-dessus, pour terminer, je pense que j'ai fini, voilà. Google a sorti un papier il y a 3 jours. Ils n'ont même pas sorti de papier, je crois qu'ils ont juste teasé sur un truc qui s'appelle TurboQuant. Ils ont réussi à diviser par, je crois, par 3 ou 4 la taille du KV cache avec un nouveau système de compression. Donc, tout à l'heure, j'explique que le KV cache bouffait toute la mémoire. Bah, là, on a trouvé un moyen de diviser cette mémoire par 3 ou 4. Donc, tout le monde est en train de se battre pour l'implémenter parce que les gains sont énormes vu le prix des GPU. Je ne vous ai pas donné les prix des GPU professionnels, mais imaginez que je crois qu'une H200, ça coûte 45 000 €, en prix, pro, hein, pas en prix, public et cetera. Quand vous en achetez à coût de 150, vous les payez 45 000 € pièce. Voilà, on n'est pas dans des prix accessibles, voilà. Et ça m'amène à la fin. Je pense que si vous deviez retenir quelque chose de ce deep dive d'inférence, c'est le petit pipeline où on a vu qu'on prend des mots, on en fait des ID, on en fait des vecteurs. Ces vecteurs, on les transforme euh, pour faire un vecteur global, etc. On passe ça dans le mécanisme d'attention pour essayer de créer, de dégager, d'enrichir le contexte de sciences sémantiques, qu'on passe à chaque fois couche après couche pour déterminer ça et que cet empilement-là se fait token par token. Et que du coup, bah, si le préfil est très rapide parce qu'il se fait en parallèle, le décode est extrêmement lent parce que demande beaucoup de mémoire. Voilà un papier hyper intéressant, que pas mal de gens connaissent, qui date de 2017 et Attention is all you need. Voilà, comme quoi les LLM, c'est pas si nouveau que ça. Vous voyez VLLM Pages Attention, c'est un truc qui date de 2023 déjà, déjà quand même 2 ans. Voilà. Et pour moi, j'ai fini. Ah, Voilà, Laurie, voilà. on ne t'entend pas, je crois. Alors moi, j'entends rien du tout, mais je sais pas si. Et là, vous m'entendez? Oui. Moi, je t'entends, ouais, ça roule. OK, super. Alors je disais, merci beaucoup, Christian pour cette, présentation. On a quand même, 10 minutes, donc n'hésitez pas si vous avez des questions, je sais qu'on a quand même eu pas mal de questions depuis le début. Si Blanche, tu pourrais un petit peu regarder dans le chat et si vous avez des questions sur la thématique, n'hésitez pas, c'est le moment. Mm. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu beaucoup de questions, mais beaucoup de personnes qui ont répondu directement dans le chat. Donc, c'était. Ah tiens, c'est rigolo, Au j'aimerais bien moins, voir ça, moi. donc voilà. Bah, déjà, on a une première question de François, qui, je dis parce que c'est la plus récente, qui demande comment faire pour travailler dans ce domaine. Bonne question. Comment travailler dans le domaine du LLM? Je pense que j'avais une expertise sur un sujet il y a 2 ans et demi et je suis reparti de zéro pour apprendre. Et du coup, j'ai commencé par apprendre c'est quoi un LLM, comment ça fonctionne, et c'est pas si compliqué que ça quand on y passe un petit peu de temps, surtout qu'aujourd'hui avec les IA, on a un moyen d'apprendre, et que les IA connaissent très bien les IA, c'est ça qui est rigolo. Quand vous demandez à un Claude Sonnel de vous expliquer comment tu marches, vous allez voir, il est super doué pour expliquer ça. Voilà quoi. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut déjà commencer par apprendre comment marche le LLM, ensuite se former sur, les frameworks là-dessus, mais le monde du LLM, c'est très, très vaste, hein. Il y a des gens qui font vraiment du matériel, des gens qui font vraiment de l'inférence, des gens qui font la construction, des gens qui font de l'utilisation du use case métier, donc tout dépend ce qu'il veut faire, quoi.
D'accord, merci à toi. On a une autre question de Véronique, Ouais. qui nous dit, «Est-ce qu'il existe des GPU externes qu'on peut ajouter sur une machine existante ou bien, ma question n'a aucun sens, justement du fait du problème de bande Oui, passante?» il existe des GPU externes, effectivement. Si vous avez un PC, vous pouvez acheter un boîtier externe dans lequel vous mettez un GPU que vous mettriez normalement dans un dessus. Attention, il faut que votre PC ait un lien entre ce boîtier et votre PC extrêmement rapide, puisque sinon vous aurez un GPU très rapide dans une boîte très rapide qui va communiquer avec votre PC qui est très rapide à travers un lien qui est très lent. Donc voilà, oui, vous pouvez acheter des GPU externes qu'on met dans un boîtier, qu'on connecte à son PC, et voilà. D'accord. On avait aussi Frédéric qui demandait, quelles entreprises finalement, ont besoin de construire leur propre modèle, ce qui n'est pas simple et pourquoi? Oh, c'est assez simple, vous avez des enjeux de souveraineté et avec le contexte économique en Ukraine et en Iran actuel, je pense que tout le monde les comprend. Je travaille dans le milieu bancaire, donc la souveraineté, elle est très, très forte. On effectivement, on a nos propres GPU et pourquoi on développerait notre propre modèle? Tout simplement puisque un modèle qui serait entraîné par défaut. Heu, les modèles que vous avez sont des modèles dits génériques. Mais on pourrait avoir un modèle, qui est très, très bon dans une langue donnée, par exemple. Alors je vais vous donner le cas très simple. À Singapour, la langue officielle, c'est l'anglais, la deuxième langue, c'est le tamoul. Personne ne connaît le tamoul ici, je pense, c'est parlé au Sri Lanka. Et bah, du coup, avoir un modèle qui parle tamoul, c'est vachement pratique parce que quand vous avez 2 tiers de la population qui parle cette langue, entraîner un modèle sur cette langue, ça peut être intéressant. OK. On a André, il y a beaucoup de questions. Ouais, j'en vois plein, On a on va aller faire une André, après une, j'ai un peu de temps, ça va. ouais, qui nous dit, «Lorsqu'on a un corpus très limité, disons par exemple le code civil, est-il possible d'adapter les différents paramètres afin d'en avoir un performant et pas cher?» Est-ce qu'on peut fabriquer un modèle adapté au code civil, en gros? C'est ça la question, si je comprends bien? Je pense, oui. Oui, oui, ça existe déjà, il y a des gens qui l'ont fait, il y a plein de modèles qui existent. La meilleure chose à faire, c'est d'aller traîner sur Hugging Face et de regarder ce qu'ont fait les gens dans la communauté et en règle générale, là, je pense code civil, donc je pense, je sais plus, ça s'appelle pas Dalos, la boîte qui l'édite là ou enfin voilà et donc ils ont une solution à mon avis, un modèle entraîné sur le code civil pour que le modèle soit très, très bon dans la sémantique, juridique et législative qu'il y a dans le code civil, typiquement. D'accord. On a une autre personne qui demande, vous disiez que requêter une IA LLM en français consomme plus de tokens. Est-ce que c'est parce que les modèles sont entraînés en anglais ou parce que notre langue est plus complexe, que l'anglais? Ou les 2? Les 2, mon capitaine. Les modèles sont entraînés en anglais, donc tout a été pensé, pour l'anglais. Je prends une autre analogie, le monde a été, construit pour les droitiers. Moi, je suis gaucher, bah, du coup, le monde est un peu moins simple pour moi, pour les LLM, comme ils ont tous été pensés sur l'anglais, basés sur l'anglais. De facto, quand ils arrivent dans le français, la langue française étant je crois qu'il faut je peux peut-être dire une bêtise, hein, mais je crois qu'il faut le langage courant de l'anglais, c'est 800 mots. Je crois qu'en français, c'est plus de 1000 mots pour dire la même chose, hein, pour que tout le monde s'échange. Donc on a une langue qui est plus riche, plus nuancée, et cetera. La langue diplomatique est d'ailleurs le français, voilà. D'accord. On a encore d'autres questions. Est-ce que les idées qui sont générées dans les phases, enfin dans la phase embedding est la même pour tous les LLM? Par exemple, le 21333 est le même pour GPT que pour Claude? Alors le 21133, c'est juste le positional embedding, donc ça, c'est juste pour qu'il ait un ID et qu'on réponde, ça a pas tellement d'importance. La question qu'il faut se poser, c'est, heu, le vecteur qui représente le pronom «le» dans le ChatGPT est-il le même qui a 4096 dimensions ou on n'a qu'à dire 8192 pour être plus près de la réalité? Est-ce que ces 8192 dimensions du vecteur «le» dans le ChatGPT sont les mêmes que dans Claude? La réponse et à mon avis, c'est proche, mais c'est différent. D'accord. Ils sont issus des mêmes travaux, académiques qui viennent en partie du laboratoire FACE de Meta et de plein d'autres labos, qui ont travaillé sur les LLM, donc ils ont un peu tous la même racine. C'est comme si on me disait, le français et l'espagnol sont très proches, ils ont la même racine latine. Donc oui, mais néanmoins, ils sont très différents. C'est très clair, merci. On a aussi Olivier qui demande si par hasard il y a un ouvrage, de référence que tu pourrais leur conseiller pour se former? Bonne question.
Je suis pas très lecture bouquin pour être honnête. Du coup, je vais pas me prononcer, mais je crois qu'il y a un auteur qui s'appelle Maxime Labonne, qui en a fait un qui est vraiment pas mal là-dessus. Chez Orei, il doit bien évidemment avoir des ouvrages hyper intéressants. Je saurais pas de titre comme ça à donner honnêtement. Ok. On a aussi, c'est quoi la différence entre le RAG et le fine-tuning? Entre le RAG et le fine tuning? Oui, Ah oui, ça n'a rien à voir. Bah, c'est très simple. Le RAG, c'est une base de données dans laquelle on stocke des vecteurs. Donc, bah, vous avez vu qu'on transforme donc des mots en tokens, des tokens en vecteurs. Le RAG, c'est basé sur une approche d'une base de données vectorielle. Donc, on va prendre un document, le transformer en plein de vecteurs, stocker ça dans une base vectorielle, et c'est un moyen d'agrandir. Et le LLM peut après aller piocher dans cette base vectorielle. Donc, c'est un moyen d'agrandir sa mémoire avec des documents propres. Typiquement, dans les entreprises ont souvent des RAG avec leur documentation interne. Comme ça, le LLM nativement sait qu'il a accès à ça, il peut aller l'interroger. Le fine-tuning, c'est pas du tout la même chose. Le fine-tuning, c'est le fait de spécialiser un modèle sur un aspect donné. Exemple, prendre un modèle français et le spécialiser sur le code civil. d'accord. Il y a aussi Gaëtan qui demande, j'ai l'impression que le GPU a été conçu pour le training, donc compute bound, et pas pour l'inférence token par token, memory bound. La mise en place de nouvelles architectures est-elle réfléchie à l'international? Le GPU a été prévu pour le gaming. À la base, ça a été quand même fait pour des jeux vidéo et puis à l'origine, puis ensuite pour le calcul 3D, beaucoup, mais il y avait d'autres acteurs avant Nvidia qui faisaient du calcul 3D. Et en fait, il s'est trouvé que le GPU, de par ses capacités à faire du calcul parallèle, euh, aujourd'hui, il y a un truc qui s'appelle les culs d'accord à l'intérieur des GPU. En fait, l'idée, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit, vous prenez une phrase qui a 50 mots, vous jetez ça dans le GPU, il va calculer les 50 mots en parallèle. Parce qu'il est très très bon pour faire les calculs des 50 mots. Il est très très bon pour faire des calculs de type mathématique, scalaire, vectoriel, parce que historiquement, ça a été fait pour du gaming, donc de la 3D, donc typiquement de la triangulation, enfin pas de la triangulation, de la résolution de shader. Enfin bref, c'est la même école de calcul de mathématiques en fait. Et du coup, bah, de facto, c'est devenu le très bon outil pour les LLM qui avaient besoin d'un truc qui fait des calculs matriciels, scalaires, etc. Oui. Aujourd'hui, sur l'aspect, oui, il n'a pas été prévu pour la partie inférence, c'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres solutions d'inférence? C'est vrai. Il y a des gens qui font des puces qui sont gigantesques, qui sont extrêmement doués en inférence, mais qui ont des, des vitesses de l'ordre de x100 par rapport au GPU. C'est des solutions, je ne veux pas dire qu'ils sont marginales, parce que c'est quand même pas le cas, mais je vais prendre un exemple. Si vous utilisez Mistral, vous utilisez le chat, qu'on appelle le chat, parfois, il répond très très vite. On appelle son mode flash. En fait, le mode flash, ils utilisent des puces d'inférence particulières qui vont très très vite. D'accord. Voilà. Amaury demande, la tokenisation est-elle aussi la méthode utilisée si jamais mon input à l'IA n'est pas du texte, mais une image ou du son? Oui. Alors, oui. Je ne suis pas à l'aise pour répondre sur la question. J'ai envie de dire oui parce que les fondamentaux restent les mêmes. On cherche à découper quelque chose, mais quand on traite du son, je peux faire ma pub, mais sur mon article de blog, il y a un article qui traite de la LLM, et j'en ai fait un il n'y a pas très longtemps, qui traite du speech to text. Et j'explique comment on traite l'audio. Et quelque part, ça ressemble un peu, puisqu'on cherche à découper une unité en sous-unités, mais quand on traite de l'audio, on va du sampling, de l'échantillonnage, etc. Donc, c'est très différent. Mais le rendu, comme pour faire du speech, de la voix tout texte, du coup des mots, il y a forcément des tokens aussi, et donc un modèle comme le Voxtral qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui vous stream en anglais, c'est qu'on appelle un modèle dual stream. Ça veut dire qu'en même temps, il stream dans le même canal, vous avez à la fois en paramètre de l'audio et des mots. Donc oui, il y a des tokens, quoi. D'accord. Alors peut-être la dernière, je pense, parce que sinon ça va faire un peu beaucoup, mais Oh, c'est on pas me gênant, dira. hein, je préfère que les gens posent leurs questions, quoi. Super.
Concrètement, comment on fait pour utiliser un LLM et l'entraîner? Est-ce qu'il y a des repositories, par exemple, et télécharger un projet, le faire tourner sur sa machine, etc. J'ai du mal à comprendre comment utiliser un LLM sur sa machine. Ah bah, vous allez sur, Ollama, vous téléchargez Ollama sur votre machine, vous regardez que votre machine a un GPU NVIDIA ou si c'est un Mac, ils sont pas mauvais non plus là-dessus et la dernière version d'Ollama, fait très, très bien tourner les derniers modèles Mac avec des optimisations liées à l'architecture, des MacBooks. Donc du coup, on peut tout à fait, utiliser un LLM sur son poste de travail. Les modèles qui sont sur Hugging Face, bah, il faut regarder, est-ce qu'ils sont beaucoup téléchargés? Est-ce que la personne qui le publie, elle a écrit un article dessus ou est-ce que c'est une entreprise? Si vous prenez un modèle de chez NVIDIA, heu, comme le petit Nano 9B là, qui donc a besoin que de 9 gigas de RAM pour tourner, de VRAM pardon, pas de RAM, mais de RAM GPU, bah, oui, il est fourni par NVIDIA donc du coup, il est safe quoi, j'ai envie de dire, mais si vous prenez le modèle produit par, Jean-Pierre Michel du 73, je peux pas vous dire s'il est safe, hein. Peut-être que Jean-Pierre, il est très bien et que c'est un agent de sécurité, comme que quelqu'un qui produit, un modèle, qui a pour but de verrouiller votre PC, ouais. Très bien, D'accord. d'accord. Alors, on est quand même, arrivé à la fin, de notre présentation. Il est actuellement, 13 h. Je te remercie pour ton temps, Christian et pour cette, présentation. Merci également Blanche et si vous avez d'autres questions, vous pouvez, également vous connecter, avec, Christian sur son LinkedIn ou peut-être, accéder à son blog. Et en ce qui concerne le replay, il vous sera envoyé juste après le live, incluant les slides, du coup, de Christian. Je vous remercie, tout le monde, pour votre, participation et on se donne, rendez-vous, pour, la prochaine fois pour un nouveau webinar. Ça marche. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, Christian, peut-être, Bah, écoutez, j'espère que tout le monde aura pu apprendre quelque chose, chacun à son niveau, puisqu'on est tous débutants dans cette nouvelle aventure, je pense. Peut-être que j'ai l'air d'avoir un petit peu plus d'avance que ça, mais sur d'autres endroits, j'ai encore beaucoup à apprendre. J'espère qu'en tout cas, vous avez pu, retenir, quelques leçons essentielles. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée tout le monde, au revoir. Au revoir. Au revoir.